Le système dont il sera question dans ce cours est au moins aussi important que le système esclavagiste qui a prévalu dans le monde gréco-romain ou que le système capitaliste qui, depuis le XVIIIe siècle, domine l'Europe et domine maintenant le monde. Il s'agit du système seigneurial, dont on ne mesure peut-être pas assez l'importance sur la vie de nos ancêtres. Ce système a perduré pendant 8 ou 9 siècles. On peut situer son point de départ, en gros, au Xe siècle, et il a continué en fait jusqu'au milieu du XIXe siècle en Europe centrale. Et à ce titre, il mérite une leçon particulière. Toutefois, je ne vais analyser dans le cadre de cet exposé que l'époque où il s'est mis en place et où il a triomphé, c'est-à-dire une période qui s'étend grosso modo du XIe au XIIIe siècle. Dans ce que l'on appelle habituellement, dans le cadre de la périodisation classique, je dirais, des historiens, mais en partie aussi pour des raisons pédagogiques, dans cette partie du Moyen-Âge qui est le Moyen-Âge dit classique, qui succède au Haut Moyen-Âge et qui précède donc le Bas Moyen-Âge au XIVe et au XVe siècle. Il ne faudrait pas confondre le système seigneurial avec le système féodal. La confusion vient du fait que le terme féodal est apparu au XVIIe siècle pour se répandre au XVIIIe siècle et que la nuit du 4 août 1789, les députés qui siègent à l'Assemblée nationale abolissent les droits dits féodaux, alors qu'il s'agit en fait de droits seigneuriaux. Le terme féodal est resté dans la terminologie marxiste, puisque l'on parle de mode de production féodal succédant au mode de production esclavagiste et précédant le mode de production capitaliste. Dans le cours précédent, j'ai analysé les origines et j'ai décrit la dynamique du système féodal, qui a été souvent dénigré pour des raisons qui étaient injustifiées. Le système seigneurial ne relève pas de l'histoire politique, comme le système féodal. Le système seigneurial relève plutôt de l'histoire économique et sociale, même si un certain nombre de pouvoirs qui auparavant appartenaient à l'État vont être privatisés par un certain nombre de seigneurs. Mon exposé comprendra deux parties. Dans la première partie, je vais resituer le cadre des campagnes occidentales, cadre dans lequel je vais reprendre ce que l'on sait
des origines du système seigneurial, tant sur le plan temporel que sur le plan chronologique, je veux dire que sur le plan spatial. On va voir aussi dans ce chapitre-là que un certain nombre de terres ne relèvent pas du système seigneurial. Qu'aux origines donc, il ne s'agit pas d'un système qui se généralise à l'ensemble des campagnes occidentales. Et dans une deuxième partie, je vais analyser un modèle de société qui a été conçu, imaginé par un très grand médiéviste français qui s'appelle Georges Duby, qui en 1953 a publié une thèse célèbre intitulée La société au XIe et XIIe siècle dans la région mâconnaise. Ce modèle a connu un succès pendant au moins 2 décennies et je vais synthétiser les différents éléments qui relèvent du modèle de Duby. Enfin, en conclusion, si je puis dire, de ce second chapitre, je vais évoquer un certain nombre de critiques qui ont été formulées quant à ce modèle et qui, aujourd'hui, le rend en grande partie caduque. Je commence donc par le cadre des campagnes occidentales. Quand le système seigneurial apparaît-il et où? Ce système seigneurial, on peut en trouver des traces, si je puis dire, pour ceux qui veulent vraiment remonter haut, dès le IXe siècle, disons le Xe siècle, et on voit que ce système va s'étendre depuis l'Angleterre jusqu'à l'Italie du Nord et depuis l'Atlantique jusqu'à l'Allemagne orientale. 2 types de seigneuries. Il y a tout d'abord des seigneuries qui relèvent d'une personne physique ou d'une personne morale. Dans le premier cas, il s'agit essentiellement de seigneuries laïques, mais l'on trouve aussi des seigneuries ecclésiastiques qui n'appartiennent pas aux titulaires d'une charge à un moment donné, mais qui appartiennent à une institution, l'Église, qu'il s'agisse d'abbayes, qu'il s'agisse de chapitres de chanoines, ou qu'il s'agisse enfin d'évêchés. Quelles sont maintenant les formes de pouvoir seigneurial? Il y en a 3. Il y a des seigneuries de type personnel, il y a ensuite, et c'est la grande masse, des seigneuries foncières, et enfin, il y a des seigneuries banales. De quoi s'agit-il? Les seigneuries personnelles, ce sont des seigneuries qui appartiennent à un maître, un dominus, qui exerce son pouvoir sur sa maison, avec un grand M, sa maison au sens large, sa domus, et d'autre part sur sa familia, sa famille, c'est-à-dire l'ensemble des domestiques qui dépendent de lui. Ensuite, je vous ai évoqué, je vous ai parlé, je vous ai cité le cas de seigneurie foncière. Dans ce cas-là, le pouvoir du maître
ou de l'institution, puisque je vous ai parlé d'institution ecclésiastique il y a quelques minutes, le pouvoir s'exerce sur un domaine qu'il s'agit de mettre en valeur. Enfin, et j'y reviendrai bien sûr, il y a des seigneuries banales où un certain nombre de droits qui relevaient initialement des pouvoirs publics, voire de l'État, sont, à la suite d'un processus, arrivés au niveau de châtellenie, de seigneurs assez puissants, qui possèdent d'ailleurs un château, et qui exercent des pouvoirs donc publics. Maintenant, dans l'introduction, je vous ai dit qu'un certain nombre de terres ne relèvent pas du système seigneurial, du moins au début, car les choses vont évoluer dans le sens d'acquisition entre les mains des seigneurs de ces terres qui initialement ne dépendaient pas d'eux. Ces terres sans seigneur, ce sont des alleux. Il y en a encore quelques traces dans la toponymie. Je pense, dans le Brabant wallon, à Braine-l'Alleux, qui se distingue de Braine-le-Comte et de Braine-le-Château. Il s'agit de petites propriétés qui sont très nombreuses d'ailleurs, jusqu'au Xe, XIe siècle, et puis qui progressivement vont être mises sous la tutelle d'un seigneur dans le cadre d'un rapport de force entre petits et grands, entre puissants et faibles. Ces alleux, on les trouve plutôt en marge de l'espace seigneurial, je parle ici de l'espace européen seigneurial, on les trouve en Espagne, on les trouve aussi dans le midi de la France. Quelles sont les raisons, les causes qui expliquent la présence de ces alleux, de ces terres sans seigneur? C'est essentiellement dans les régions où les communautés paysannes sont fortes, ou dans des régions où le pouvoir impérial, où le pouvoir royal est assez puissant que pour pouvoir résister au pouvoir de ces personnages importants dans la hiérarchie sociale, qui sont les seigneurs, et qui par conséquent ne peuvent pas s'imposer à des petits propriétaires. Deuxième partie de mon exposé, la présentation du modèle de Georges Duby. Je vous ai dit tout à l'heure que Georges Duby, en 1953, a présenté une thèse de doctorat intitulée « La société au XIe et XIIe siècle dans la région mâconnaise », une thèse de 500 pages sous sa forme éditée, en tout cas par l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS. C'est donc, j'ai devant moi donc non pas l'édition originale, mais une réédition. Et dans cet ouvrage, qui est une thèse tout à fait classique, mais une thèse magistrale, que je vous montre ici, dans cette thèse, Georges Duby a présenté un modèle qui a été appelé celui de la mutation féodale, qui va favoriser un type de seigneurie particulier qui est la seigneurie banale. Quelle est l'origine? Quelles sont les origines de cette seigneurie banale, de ces seigneuries banales?
Elles apparaissent, selon Georges Duby, pendant une période d'un demi-siècle qui s'étend de 980 à 1200 à 1030, donc à cheval sur le premier et le second millénaire, et le deuxième millénaire, puisque je n'oublie pas que nous sommes dans le troisième millénaire aujourd'hui quand même, donc il ne faudrait pas se limiter à 2 millénaires dans l'histoire qui suit le début de l'ère chrétienne. Alors, par la violence, un certain nombre de châtelains s'emparent du droit de ban, c'est-à-dire du droit de commander, qui leur permet de rendre la justice, de s'occuper de ce que l'on appellera plus tard les affaires de police, et enfin de percevoir un certain nombre de taxes, appelées banalités. Ce sont 3 secteurs qui relèvent du pouvoir public, du fiscus, comme on disait à cette époque-là, le mot fisc ne renvoyant pas uniquement au secteur des impôts, mais le fiscus étant ce qui relevait du patrimoine, du domaine royal, du domaine du souverain. Il a classifié en fait les droits seigneuriaux en 2 catégories. D'une part, les droits fonciers et d'autre part, les droits banaux. Classifiant donc les seigneuries en 2 catégories, seigneurie foncière et seigneurie banale. Quelle est l'origine de la seigneurie foncière? Elle remonte à l'époque carolingienne, à l'époque où existaient, donc au 7e, au 8e siècle de notre ère, des villas. Les villas, qui n'ont évidemment rien à voir avec ce que l'on appelle aujourd'hui une villa, c'est-à-dire une maison 4 façades entourée d'un jardin, le cas échéant. Il s'agit en fait de domaines fonciers. De domaines fonciers qui vont connaître une mutation à partir du 9e, du 10e siècle essentiellement, et ces villas vont disparaître au profit de seigneuries pour des raisons à la fois démographiques, pour des raisons techniques et pour des raisons également économiques. Quelles sont donc ces causes? Cause démographique, c'est que on peut dire que à l'époque mérovingienne et à l'époque carolingienne, la population est rare. Autrement dit, on est dans un modèle démographique où la population est peu nombreuse, elle stagne, et il y a un décollage qui va se produire à partir de l'extrême fin du Xe siècle, surtout au XIe siècle et au XIIe siècle, n'en parlons pas, qui va faire que les villas vont être morcelées. Dans ce cadre-là, un certain nombre de techniques nouvelles, de techniques agricoles nouvelles, vont donc être initiées, vont être inventées, et ces techniques ne seront plus adaptées à l'agriculture extensive qui était la caractéristique de ces grands domaines carolingiens. Il y a enfin des raisons, à côté donc des raisons démographiques et des raisons techniques, des raisons économiques. C'est que ces grands domaines carolingiens nécessitaient une main-d'œuvre abondante. Pourquoi? Parce que ces villas carolingiennes étaient divisées en 2 parties.
ce que d'une part on appelle la réserve, et d'autre part ce que l'on appelle les manses ou les tenures. La réserve, c'est la partie du domaine qui est exploité directement par le seigneur. C'est le faire valoir direct, par l'intermédiaire, par le maître, par l'intermédiaire d'un intendant qui s'occupe de la gestion quotidienne. Il y avait d'autre part des lots de terre qui étaient attribués aux familles sur lesquelles travaillaient donc des paysans. Et à partir du moment où il y a une croissance démographique, la réserve va se réduire, car il est plus intéressant pour le maître de faire travailler des paysans qui rapporteront plus que les serfs qui travaillent sur la réserve. Ils seront plus motivés. C'est ainsi que sur la réserve travaillaient non seulement des serfs, mais aussi des paysans dont il n'est pas facile toujours de déterminer s'ils étaient libres ou serfs. Il y a un grand médiéviste belge qui s'appelle Jean-Pierre Devroy qui, dès son mémoire de licence, donc de maîtrise, avait montré qu'il y avait des tenures qui étaient dites libres ou serviles, alors que, en fait, le statut reposait sur la terre et pas sur les individus eux-mêmes. Donc il faut être très attentif lorsque l'on lit les textes pour ne pas confondre justement les deux. Donc, autrement dit, une tenure, un manse pouvait être réputée servile alors que c'était des paysans libres qui travaillaient dessus. Voilà, ça c'était le fonctionnement de la réserve. Une nouvelle organisation du domaine va se mettre en place à partir du moment où le domaine se fractionne, d'autant plus qu'un certain nombre de successions vont apparaître dans la famille des maîtres, d'autre part des legs, donc pieux, vont être effectués à l'Église en particulier, donc spécifiquement, et que la réserve va donc diminuer, sans compter l'aspect que j'évoquais tout à l'heure quant à la rentabilité des tenures, sans doute plus importante que celle des réserves, mais là encore, je vous renvoie aux travaux de Jean-Pierre Devroy, qui émet en grand spécialiste un certain nombre de réserves, c'est le cas de le dire. Les manses ont été donc fractionnées, là aussi, parce que quand on a des enfants, puisque un manse est destiné à la vie ou à la survie plus exactement à cette époque-là d'une famille, à partir du moment où on a plusieurs enfants qui eux-mêmes ont plusieurs enfants, il est évident que le manse se réduit à des lopins de terre qui ne permettent plus à une famille de survivre, malgré les nouvelles techniques dont il a été question tout à l'heure, parce que des nouvelles techniques liées à la disparition, en tout cas en grande partie, des arères qui sont remplacés par des charrues avec des socs en fer, avec aussi des techniques qui permettent d'avoir des socles réversibles, ce qui fait que quand on arrive au bout d'un champ, on ne doit pas retourner au point de départ pour creuser un nouveau sillon. Donc on peut faire des allers-retours, si vous voulez, dans un champ. Il y a des techniques comme celle
du collier d'épaule qui permettent aux bœufs, aux chevaux de pouvoir respirer et de ne plus être étranglés comme c'était le cas auparavant lorsqu'ils tiraient la dite charrue. Voilà, il y a toute une série d'autres techniques également, à partir du XIe, XIIe siècle, l'importance et la multiplication des moulins à eau, des moulins à vent. J'ai eu l'occasion d'expliquer tout cela dans un cours sur les campagnes du XIe au XIIIe siècle. Il va falloir donc trouver de nouvelles terres en éclaircissant, oui, c'est le terme adéquat, en éclaircissant des forêts, autrement dit en coupant du bois dans les forêts pour en faire des clairières qui vont donc pouvoir être utilisées pour être ensemencées et donc gagner de la place en fait dans l'espace forestier pour en faire des espaces agricoles. Outre cela, outre l'essartement de ces forêts, de ces terres, il sera question également d'assécher des régions marécageuses, d'où un certain nombre de noms de villages, donc dans la toponymie ça se retrouve, par exemple Drogenbos, qui est la première commune flamande dès que l'on sort de la région bruxelloise vers le sud. Voilà, Drogenbos qui veut dire en fait le bois asséché, droog veut dire sec en néerlandais, comme dry en allemand, en anglais je veux dire. Et donc l'assèchement de terre, la progression des terres agricoles sur les forêts va permettre à cette population plus nombreuse de pouvoir survivre, d'autant plus qu'un certain nombre d'avantages vont être fournis par les seigneurs dans le cadre de chartes de franchise, par exemple, au XIIe siècle. En ce qui concerne les redevances maintenant, en ce qui concerne les redevances, il y a trois types de redevances dans ces seigneuries foncières maintenant, puisque nous ne sommes plus à l'époque des domaines fonciers appelés villas, ou villae, donc au pluriel en latin. Il y a tout d'abord des redevances en termes de services, c'est la fameuse corvée. Ces corvées, grâce au progrès de l'économie monétaire, vont pouvoir être rachetées, pour certaines d'entre elles dans le courant du XIIe siècle. Il y a ensuite des redevances qui sont soit en nature, soit en argent. Il s'agit du champard, le champard qui à l'origine est effectivement matérialisé par un certain nombre de produits en nature. Il s'agit de redevances qui sont proportionnelles à la récolte. Cela peut aller de la moitié de la récolte au 12e de la récolte. Donc vous voyez que la fourchette est très large, tout ça dans le cadre d'un rapport de force entre les paysans et les seigneurs, ou tout simplement parce que les seigneurs peuvent trouver avantage à réduire un certain nombre de redevances pour in fine disposer de revenus plus importants. Donc un certain nombre de champards vont être transformés en sens fixe, donc qui ne sont plus, où donc la redevance n'est plus liée aux aléas du climat, ce qui est rassurant à la fois pour le seigneur et pour les paysans, sauf que si, dans le cas d'une récolte négative, enfin mauvaise, on se rend compte que dans ce cas-là,
le paysan va y trouver son intérêt. Dans le cas d'une... Enfin, on comprendra que le fait de ne plus être soumis aux aléas du climat a quelque chose de rassurant, parce que suivant que la récolte est bonne ou mauvaise, ben vous allez devoir donner, si vous êtes un paysan, une partie plus importante de votre récolte, alors que si le sens est fixe, ben voilà, vous saurez à quoi vous en tenir à l'avance. Il y a des avantages et des inconvénients, évidemment, pour le seigneur aussi, mais il s'attend en tout cas à un revenu fixe, puisque le raisonnement est évidemment le même du côté des seigneurs. Il y a enfin des droits de mutation. Les droits de mutation sont dus par les paysans. Ces paysans, je le dis bien, ne sont pas des vassaux, hein, parce qu'il y a une tendance, il y a une confusion souvent entre la féodalité et la seigneurie. On croit que les paysans sont tout en bas de la hiérarchie, de la pyramide féodale. Pas du tout. La féodalité s'arrête là où il y a des vassaux, et les vassaux, ce ne sont justement pas les paysans. Vous pouvez avoir quelques terres qui sont vassales, ceci dit, mais pour le reste, l'immense majorité des paysans ne sont pas vassaux. Il s'agit d'un système parallèle, je dirais. Il ne s'agit pas d'un système politique. Un paysan ne doit pas les différentes obligations que j'ai pu évoquer dans le cours sur la féodalité, c'est-à-dire l'aide aux 4K, toute une série de choses comme ça, l'ost en particulier. Voilà. Par contre, oui, pour l'ost et pour le droit de gîte, ça c'est effectivement quelque chose que l'on retrouve, mais dans le cadre de ce que Duby appelle donc la seigneurie dite banale. Donc ces droits de mutation sont dus au seigneur en cas de succession ou en cas de vente. J'en arrive maintenant à la seigneurie banale que j'évoquais il y a quelques secondes. On a compris que jusqu'à présent, je n'ai traité que de la seigneurie foncière. Toutes les redevances qui sont dues à un seigneur en tant que propriétaire foncier. En tant que propriétaire foncier, et non pas en tant que représentant d'un pouvoir, ou en tant que détenteur d'un pouvoir d'ordre politique, ou issu de l'ordre politique. Nous passons maintenant à la seigneurie banale, qui appartient en fait au seul détenteur de château. Quels sont les droits et les obligations du seigneur? Le seigneur doit protection à ses paysans, il rend également la justice. La protection d'ordre militaire suppose effectivement qu'il puisse prélever, si je puis dire, un certain nombre, ou lever plutôt un certain nombre d'hommes dans sa seigneurie, qui lui serviront donc d'hommes d'armes pour la défense de la seigneurie, voire pour attaquer une autre seigneurie. Concrètement, le seigneur peut prélever un certain nombre de droits qui sont justifiés par le fait que les dépenses du seigneur sont nombreuses en matière, par exemple, d'entretien du château, qui est censé protéger les paysans en cas de menace. Le seigneur doit également un certain nombre d'aides à son propre seigneur, son suzerain, si vous voulez, sur le plan féodal, et par conséquent, cet argent, le seigneur doit bien le trouver quelque part. C'est ainsi qu'il prélève en argent tout d'abord des tons-lieux. Alors un ton-lieu, c'est un droit de douane. Lorsque l'on entre dans la seigneurie,
lorsque l'on traverse un pont qui a été construit par le seigneur. Il y a donc, on peut dire que les tons-lieux, ce sont en fait des droits de péage. Il y a ensuite les tailles qui peuvent être réelles ou personnelles suivant que l'on se trouve dans le sud ou dans le nord de la France. Il s'agit bien ici de tailles seigneuriales et non pas des tailles royales qui ne seront imposées qu'à partir du XIVe siècle. Ces tailles, en fait, dans les seigneuries, ne sont perçues qu'à partir de la fin du XIe siècle. Et alors, il y a les célèbres banalités. Ces célèbres banalités, de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait de l'utilisation des moyens de production qui ont été monopolisés par le seigneur et qui sont indispensables pour la production agricole des paysans. Il s'agit tout d'abord du moulin qui sert à moudre le grain. Il y a ensuite le four. Le seigneur a également le monopole de faire cuire le pain, de faire cuire les céréales. Le seigneur a enfin le monopole du pressoir. Alors le pressoir qui sert donc, après les vendanges, à pouvoir tirer ce jus de raisin qui, après une série d'opérations, va devenir du vin. Donc ce monopole des moyens de production renvoie à ce que vous savez déjà pour le mode de production esclavagiste, pour le mode de production capitaliste, ou dans ce dernier cas que vous connaissez mieux, les instruments, les moyens de production sont détenus par le propriétaire du capital, ou les propriétaires du capital, dans le cas d'entreprises qui ne sont pas familiales, ou des petites et moyennes entreprises détenues par quelques associés, mais qui sont détenues, dans le cas d'une société anonyme par exemple, par des actionnaires qui sont, comment dirais-je, inconnus au bataillon, sauf que ils se partagent le gâteau à la fin d'une année et se partagent donc les bénéfices d'une société sous la forme de dividendes. Voilà, ce qui est le cas le plus fréquent à l'heure actuelle, en tout cas systématique pour les grosses entreprises. Voilà, et donc, lorsque Karl Marx démonte le système capitaliste dans son célèbre livre, qui paraît donc en 1867, le Capital, il démontre, en fait, il démonte l'accaparement donc du surtravail des ouvriers, des employés, ce qui donne lieu à la fameuse plus-value, c'est-à-dire à cette partie du travail que s'octroie, des revenus du travail que s'octroie en fait un détenteur du capital, donc la bourgeoisie, les bourgeois, au détriment de ceux qui, ne possédant pas les moyens de production, donc les machines, dans le cadre d'une usine, ne peuvent donc bénéficier de la totalité, dans le cadre d'un rapport de force, ne peuvent bénéficier donc des revenus correspondant à la totalité du travail fourni, puisque ce travail est fourni, ces ouvriers, ces employés ne possèdent pas les moyens de production, ils ne disposent que de leurs bras, dit Marx, ou de leur cerveau, dans le cadre des travailleurs intellectuels, et par conséquent sont tenus à la loi de la jungle, c'est-à-dire la loi du plus fort. Au Moyen-Âge, ça se passe exactement de la même manière, et les avancées des paysans face aux seigneurs
ne peuvent se faire que dans une conjoncture favorable ou lorsqu'un seigneur trouve avantage à lâcher du lest, parce qu'il se rend compte que s'il ne lâche pas du lest, il peut y avoir une révolte, ou tout simplement parce que il peut être plus intéressant de lâcher un certain nombre de droits, de donner un certain nombre d'avantages, dans l'espoir, dans l'attente de revenus encore plus importants. Il y a enfin le service de gîte. Oui, effectivement, les paysans doivent laisser le seigneur et ses hommes d'armes s'installer dans leur maison si celui-ci, circulant dans sa seigneurie, a besoin d'avoir un lieu pour s'arrêter, pour se reposer. C'est donc une véritable réquisition. Voilà. Critique maintenant du modèle de Georges Duby. On vient de voir que dans ce modèle, il y a donc deux types de seigneurie, la seigneurie foncière et d'autre part la seigneurie banale. Georges Duby considère qu'il y a donc une véritable mutation féodale qui se produit aux environs de l'an 1000 et que ça a donné lieu donc à deux formes de seigneurie, une seigneurie qui est basée tout simplement sur la propriété foncière avec des redevances qui sont dues mais en tant que propriétaire, si vous voulez. Si vous êtes propriétaire d'un bien, imaginez qu'en tant que propriétaire foncier, vous puissiez exiger de votre locataire qu'il travaille un certain nombre de jours dans votre maison pour repeindre les murs, par exemple, qu'il vous doive également un sens qui est fixe, qui est le loyer, en fait, qui, au temps moderne, deviendra plutôt symbolique et qui sera plutôt faible, et vous devez également à ce seigneur foncier des droits de mutation lors d'une succession, lors d'une vente. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il s'agit plutôt d'un droit que l'on payerait au pouvoir public, mais qui est inclus en tout cas dans le modèle de Duby, dans la seigneurie foncière. Et puis d'autre part, donc cette fameuse seigneurie banale qui, elle, découle de la décomposition, du démembrement des pouvoirs publics à partir du IXe siècle, dès le démembrement de l'Empire carolingien, qui va conduire à ce que des hauts fonctionnaires disposent des pouvoirs, pour des raisons des pouvoirs publics, pour des raisons que j'ai expliquées ailleurs, et puis que progressivement ce démembrement de la puissance publique arrive au niveau des châtelains qui vont donc imposer un certain nombre de redevances et de droits. Critique donc du modèle de Georges Duby, plus particulièrement depuis les années 1980. Évidemment, pour mes étudiants, mes étudiantes, 1980, ça leur semble très loin, puisqu'ils n'étaient pas encore nés. Il y a 40 ans, et mes étudiants ont une moyenne d'âge donc de 20 ans, si je puis dire. Pour moi, c'est le moment où je suis sorti de mes études universitaires. Donc, je dirais que j'ai fait mes études dans les années 70 et que dans les années 80, donc j'étais déjà historien. Donc ce modèle va être critiqué, il va être critiqué et deux arguments ont été mis en évidence. Et tout d'abord qu'il y a en fait dans les faits imbrication des droits sur la terre et sur les personnes, qu'il est donc très difficile de considérer que ces droits sont distincts les uns des autres alors qu'ils sont mêlés. Donc faire une distinction entre seigneurie foncière et seigneurie banale, ce que moi j'ai encore appris quand j'étais étudiant de la part
venant de mes chers maîtres médiévistes, eh bien, ça ne tient pas la route. D'autant plus que dans ce modèle, il y a omission des dîmes qui sont dues en tant que rente seigneuriale d'un certain nombre de laïcs. Donc là, on retrouve donc un droit, si vous voulez, un droit de prélèvement qui est indépendant de ce qui a été dit jusqu'à présent dans le cadre de la seigneurie banale, puisque la seigneurie banale est en fait le produit de cette privatisation des droits publics, des droits régaliens. D'autre part, deuxième argument, c'est que le seigneur est avant tout quelqu'un de riche, donc il est avant tout, quoi qu'il arrive, un propriétaire foncier. Et lorsqu'il y a des prélèvements supplémentaires qui sont opérés, qui ne sont pas liés à la terre, et qui relèvent donc de ce que, dans le modèle de Georges Duby, on appelle de ce qui relève donc de la seigneurie banale, en fait, ces droits-là, ces prélèvements supplémentaires sont entre les mains de seigneurs supérieurs, de seigneurs puissants, qui soumettent, grâce à cette taxe, les dépendants des petits seigneurs. Donc vous voyez qu'il s'agit d'un modèle ici, celui que les historiens, les médiévistes plus actuels, plus proches de nous, ont substitué donc au modèle de Georges Duby, et bien que ce modèle-là est un peu plus complexe et remet peut-être les pendules à l'heure. Conclusion générale de ce cours. Je vous redis, ce système est essentiel pour comprendre l'histoire européenne, ou d'une grande partie de l'Europe en tout cas, l'Europe occidentale certainement, et l'Europe centrale en partie. En effet, ce système a duré 8 ou 9 siècles. Je vous ai bien dit, c'est jusqu'au milieu du 19e siècle des pays comme la Pologne, la Hongrie, la Bohème vont connaître ce système seigneurial. L'Allemagne orientale également, donc la Prusse, le Brandebourg vont connaître jusqu'à une époque très tardive, et je ne parle même pas évidemment ici de la Russie, donc vont connaître ce système seigneurial, puisqu'il faut attendre 1861 pour que le servage sur les terres de la couronne soit aboli dans l'empire des Tsars. Donc ce modèle a duré très longtemps, et donc il est beaucoup plus vieux. Je ne parle pas parce qu'il est plus ancien, mais il est plus âgé, en tout cas, que le système capitaliste qui n'est finalement, qui n'a que 2 siècles et demi, en gros, même si l'on peut considérer qu'il y a des formes pré-capitalistes avant, déjà dès l'époque seigneuriale, mais il n'en demeure pas moins que le système seigneurial est prépondérant pendant l'époque médiévale, alors que le système capitaliste ne deviendra prépondérant véritablement qu'à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Maintenant, il écrase toutes les autres formes qui peuvent encore exister par ailleurs. L'esclavage existe toujours à l'heure actuelle, mais l'esclavage est devenu un mode de production tout à fait minoritaire, et bien heureusement d'ailleurs. Ceci dit, ce n'est pas pour dédouaner le système capitaliste qui est un système d'exploitation de l'homme par l'homme, un système de domination, un système d'aliénation qui est tout à fait, j'allais pas dire immoral, ce système est amoral tout simplement, enfin tout simplement c'est vite dit, et effectivement ne permet pas l'épanouissement de l'immense majorité des gens qui travaillent pour d'autres, en fait, ont de quoi vivre,
et on leur donne de quoi, suffisamment, de quoi aussi s'amuser pour oublier la situation qu'ils vivent, mais il n'en demeure pas moins que c'est un système qui, voilà, connaîtra son temps, lui aussi, 2 siècles et demi, c'est rien dans l'histoire de l'humanité, même si ça a paru certainement une éternité pour les générations de mineurs, d'ouvriers qui ont travaillé dans des conditions épouvantables, jusqu'à 14 heures par jour au XIXe siècle. Et il y a encore, hélas, des populations qui, dans le monde aujourd'hui, vivent ce système capitaliste de manière tout à fait, comment dirais-je, insupportable. Ce système donc seigneurial est un système d'exploitation qui est basé donc sur des relations économiques, sociales qui sont tout à fait défavorables pour les dominer, en l'occurrence ici l'immense majorité de la population. On voit aussi que le système seigneurial est un système de domination sur le plan militaire, sur le plan judiciaire, plus précisément. J'espère en tout cas vous avoir dressé dans ce cours un tableau qui n'est guère joyeux, mais qu'il est indispensable à mes yeux de connaître, à moins de vivre dans une sorte d'amnésie, donc d'aliénation d'une grande partie de notre passé, finalement relativement récent. Le système seigneurial n'a été aboli en Belgique, en France, qu'à la fin du XVIIIe siècle. C'est hier, quand vous pensez que ça fait 9 générations. Pour un historien, c'est hier. Pour un historien qui, comme tout historien, aime travailler sur la longue durée, c'est hier tout ça. Voilà, donc pour comprendre, comment dirais-je, la prévalence, la prédominance du système capitaliste aujourd'hui, il faut comprendre aussi qu'il y a eu donc un conditionnement, je dirais, d'asservissement, un conditionnement de soumission imposée par différents moyens, la famille, l'Église, surtout le pouvoir, bien sûr, qui et d'autres instruments ont pris le relais aujourd'hui, la publicité, la télévision, un rapport de force en termes sur le plan juridique, sur le plan économique tout simplement, voilà. Quelques ouvrages qui permettront d'aller un petit peu plus loin. Chronologiquement, je vous montre d'abord un ouvrage d'un grand médiéviste que j'ai déjà cité et que j'espère interviewer bientôt pour un autre livre publié au début de l'an passé ou à la fin encore de 2019, je crois. Voilà, en 2019. Il s'agit donc de Jean-Pierre Devroy, qui enseignait à l'Université de Bruxelles, qui maintenant est retraité, professeur émérite, qui est membre de l'Académie royale de Belgique. Cet ouvrage s'intitule « Puissant et misérable, système social et monde paysan dans l'Europe des Francs, 6e, 9e siècle », publié donc par l'Académie royale de Belgique, classe des lettres, où vous aurez, je dirais, tout ce qu'il faut savoir sur les origines du système seigneurial. De Laurent Feller, professeur à la Sorbonne, paysan et seigneur au Moyen-Âge, 8e, 15e siècle, chez Armand Collin dans la collection U. Alors, un ouvrage très récent, il date de 2018, première édition 2015. L'Europe seigneuriale de Laurent Gégou et Didier Pamphili,
888-1215 chez Armand Collin. C'est un manuel destiné aux étudiants de l'enseignement supérieur. De Dominique Barthélemy, l'ordre seigneurial, 11e-12e siècle, c'est le tome 3 de la nouvelle histoire de la France médiévale dans la collection Point Histoire. Alors un ouvrage plus ancien de Robert Boutruche, Seigneurie et féodalité, le premier âge des liens d'homme à homme, publié chez Aubier-Montaigne. Il s'agit du premier tome. Et pour le second tome, du même auteur donc, même titre, mais sous-titres différents, l'apogée donc du système seigneurial et féodal, 11e, 13e siècle. Ces deux volumes, ou en tout cas le dernier, comprend de nombreux documents très utiles, et le tome 1 aussi. D'ailleurs, lorsque vous cherchez des textes en tant que professeur de l'enseignement secondaire. Je vous ai montré évidemment le point de départ de mon exposé, la thèse de Duby, et je vais vous montrer maintenant des ouvrages qui l'ont suivi ou qui ont polémiqué avec Duby. Alors, dans le sens de Duby, Guy Fourquin, Seigneurie et féodalité au Moyen-Âge, il enseigna à l'université de Lille, Presse universitaire de France, collection L'Historien. Là, il est tout à fait dans la ligne de Duby. Alors, Guy Bois, historien marxiste, la mutation de l'an 1000, Lournan, village mâconnais de l'Antiquité au féodalisme, avec préface de Georges Duby, chez Fayard. Et enfin, pour terminer, et le titre dit déjà beaucoup de choses sur son contenu, ce qui doit être le cas de tous les titres d'ailleurs, de Dominique Barthélemy, que nous avons déjà rencontré pour la nouvelle histoire de la France médiévale. La mutation de l'an 1000 a-t-elle eu lieu? Donc vous voyez, c'est la réponse à Guy Bois et à Duby. La mutation de l'an 1000 a-t-elle eu lieu? Servage et chevalerie dans la France des 10e et 11e siècles, chez Fayard. J'ai dit